Alors, je sors de l'Oriflamme et je vais vraiment bientôt avoir vu leurs 8 spectacles. Ils ont une très très belle programmation avec un fil conducteur qui est toujours l'émotion. 4, c'est trop drôle. Oh, Martin! Tu parlais du fil conducteur de l'Oriflamme? Ouais. Bah, attends, mais ça tombe bien, on joue Fille d'Ariane et le fil conducteur de Fille d'Ariane, je pense qu'on pouvait pas être... je pouvais pas mieux tomber. Incroyable, le hasard fait bien les choses, c'est pour ça que j'adore les petites rues d'Avignon. Exactement. Bonjour Martin Kindermans, l'auteur et le metteur en scène de Fille d'Ariane. Donc je te tiens, est-ce que tu veux bien répondre à quelques questions? Allez, allons-y. Pour les oufs du off 2025. Alors, tu es donc l'auteur et le metteur en scène de cette belle pièce. J'aimerais savoir ce qu'il y avait dans ta tête au moment où tu l'as écrit. À quoi tu pensais? Est-ce que c'était un sujet que tu voulais traiter qui te tenait à cœur, ou est-ce que tu voulais mettre en scène des acteurs en particulier? À quoi tu pensais? Alors, c'est une bonne question. Alors, je ne peux pas révéler le sujet central parce que c'est quelque chose, en fait, la thématique est révélée au cours de pièce. Comme c'est une pièce sur des secrets de famille, ça serait révéler le secret, donc ça serait un peu dommage. Mais je peux vous dire en effet que cette thématique, je voulais en parler. Et après, ce que j'avais surtout en tête au moment de l'écriture, c'était la dynamique globale du spectacle. À savoir que c'est un spectacle où on a 2 comédiens qui vont jouer plusieurs rôles chacun sur scène et qui vont changer de personnage en direct sous les yeux du public. Et ça, cette dimension un peu d'un flux continu et ininterrompu avec des scènes qui s'enchaînent en direct et on passe d'un espace-temps à un autre et d'un personnage à un autre de façon très fluide. Ça, c'était l'image générale que j'avais du spectacle au moment d'écrire qui était assez claire pour moi. D'accord, et cette mise en scène, justement, moi je la trouve très très subtile en fait, puisque comme tu le dis si bien, 5 personnages pour seulement 2 comédiens. Alors là, tu as vraiment utilisé des trucs, voilà, tu peux nous en dire un mot parce que c'est très bien fait, on ne s'y perd pas comme dans d'autres pièces parfois. Bien sûr, donc justement, c'était un enjeu que le public puisse suivre. Il y a 5 personnages, ce qui est un équilibre parce que ça permet à la fois de vraiment pouvoir aller au bout du parcours de chaque personnage, c'est-à-dire que chaque personnage est vraiment le héros de sa propre histoire, comme on dit souvent dans les pièces de théâtre. Et donc comme ils sont 5, finalement, en 1h15, on a le temps de creuser un peu les enjeux de chaque personnage, mais en même temps, il faut que ça soit lisible pour le public. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a en fait un système on organise au cours de la pièce, on met en place un système un peu d'une imitation de loge de théâtre où chaque personnage a sa loge et on va allumer la loge du personnage qui est en jeu au plateau. Ah ouais, il y a un petit côté, je sais pas, romantique, super sympa. Ça, c'est très très agréable avec ces lumières qui s'éclairent et qui s'éteignent. Exactement, c'est en direct les comédiens qui vont allumer les lumières de la loge qui correspond au personnage qu'ils sont en train de jouer. Et c'est vraiment, du coup, on ne se trompe jamais, c'est toujours clair, sans être enfantin, mais de toute façon, dans toute la pièce, il y a attention, on a une voiture, il y a ce petit côté parfois un petit peu enfantin qui est délicieux, je trouve. Donc oui, c'est très très joli cette histoire de lumière. Alors, tu nous parlais de secrets de famille, donc vraiment, c'est le fil conducteur, les non-dits, les secrets de famille. Moi, j'aime à dire que le secret de famille, c'est l'inverse du yaourt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de péremption en fait, où c'est comme un pot de miel, une fois qu'il est à peine ouvert, ça suinte. Et donc le secret de famille, ça fait quand même beaucoup de mal partout. Ouais. Et donc, comment tu traites ce secret de famille dans cette pièce? Alors, ce que je voulais, c'était, en effet, qui dit secret de famille dit forcément des passages plus touchants, on va dire, parce que s'il n'y aurait pas de secret, si c'était que des choses que les gens assumaient complètement. Donc, mais ce que je voulais, c'était, et ça va justement avec cette idée d'avoir 2 comédiens en permanence et ce flux continu, que ça soit quelque chose d'assez enthousiasmant et quelque chose de... Je voulais pas que ça soit quelque chose de plombant et que même les moments peut-être plus difficiles que les personnages traversent, ça soit traité avec une certaine poésie et une certaine tendresse, parce que avant tout pour moi c'est une histoire de gens qui s'aiment et qui réussissent pas à se le dire au bon moment ou qui comprennent pas comment certains de leurs choix peut affecter l'autre. Et donc j'ai complètement oublié la question. Non, mais comment je traitais les secrets? Oui, donc avec beaucoup d'humanité. Exactement. Déjà, j'ai essayé de mettre le plus de sincérité, que tous les personnages font ce qu'ils leur pensent le mieux au moment où ils le font. A posteriori, ils peuvent se rendre compte qu'ils se sont trompés, mais tous les personnages sont extrêmement sincères. Et ça, et dans l'écriture, et dans la mise en scène, dans la direction d'acteurs, on a essayé de mettre un maximum de sincérité pour que chaque personnage, ces 5 personnages qui s'aiment, et au moment où ils font leur choix, ils sont persuadés que c'est le meilleur choix pour tout le monde.
Ça se ressent vraiment. Voilà, c'est pas noir ou blanc, il n'y a pas de méchant ou de gentil. On est quand même sur une quête des origines, disons-le. Et donc, en fait, on ressent qu'on ne peut pas jeter la pierre à quelqu'un. C'est comme ça, il y a un secret. Certains ont voulu protéger, d'autres essayent de chercher la vérité et il n'y a pas à lancer la pierre, en fait. Exactement. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a assez plu. Après, là, on avait fait une avant-première en région parisienne, donc en 2024 maintenant, puisque c'est la deuxième année qu'on est à Avignon. Et j'avais bien aimé, j'avais parlé avec le public après, et il y avait des débats sur qui était le méchant de l'histoire, puisqu'on aime bien quand même trouver le méchant, et le public était assez divisé. Il y en a qui disaient, ah bah c'est lui, au moment où il fait ça, quand même, c'est pas sympa, il aurait dû se rendre compte. D'autres qui disent, bah non, c'est lui. Et alors moi, je peux avoir mon avis en plus en tant que metteur en scène, mais le but, c'était justement que ce soit chaque membre du public qui puisse se faire son propre avis. Oui, tu donnes dans cette pièce vraiment à réfléchir, parce que le secret de famille, c'est quelque chose de très destructeur, mais c'est rare que quelqu'un veuille cacher la vérité pour faire du mal. Exactement. On cache souvent la vérité pour faire du bien, et ça, je trouve que dans ta pièce, on le ressent très très fortement. Et donc, on n'a pas d'animosité envers les uns ou les autres. C'est ça. Le but, c'est des gens vraiment qui pensaient faire le meilleur choix au moment où ils l'ont fait sans forcément mesurer les conséquences. C'est ça. Alors, la musique joue un grand rôle dans ta pièce. J'ai découvert la Bayadère. La Bayadère. Dis-nous un mot sur cette musique. Alors, la Bayadère, donc, c'est un des grands ballets parce que donc, le personnage d'Ariane, donc celle qui donne son nom à la pièce, et le personnage de la mère mystérieuse, justement, qui cristallise un peu tous les secrets, est une danseuse à l'opéra, et donc son rêve est de danser la Bayadère, qui est c'est pas forcément un ballet extrêmement connu du grand public, mais dans le monde de la danse classique, c'est quand même un des grands rôles vraiment qui fait rêver beaucoup de danseuses. Et donc en effet, en partant là-dessus, le choix qui a été fait de mise en scène, c'est que toutes les musiques du spectacle sont effectivement des musiques de la Bayadère, donc composées par Ludwig Minkus il y a très longtemps maintenant, et qui est interprété par un orchestre symphonique. Donc il y a un côté en plus où je trouve que cette musique, déjà il y a beaucoup évidemment comme c'est un ballet très long, on a réussi à piocher à des moments différents, donc il y a beaucoup d'ambiances différentes, mais surtout il y a quelque chose dans le côté orchestre symphonique de très qui représente un peu aussi la fatalité du destin, et quelque chose un peu, une espèce de cavalcade où on sent parfois avec des rythmes effrénés, les violons qui se déchaînent, etc. Un peu l'engrenage qui s'est pris et que les personnages sont incapables d'arrêter. Cavalcade, c'est un très bon mot, c'est ça, le secret, le pot de miel suinte et puis maintenant on ne peut plus rien arrêter. Exactement. Ouais, c'est très bien vu, et puis surtout, il y a un joli équilibre avec la danse, parce qu'un secret c'est lourd quand même, donc on se pose aussi un petit peu avec la danse, c'est très agréable. Alors, la compagnie que tu as créée s'appelle Le Petit Manteau Jaune. Exactement. Voilà. Et il y a des petits manteaux jaunes aussi sur scène. Exactement. C'est une référence au costume d'un des personnages qui porte un petit manteau jaune, et on aimait bien l'idée que ça ressorte dans le nom de la compagnie. C'est très joli, on mémorise bien. Donc, alors je ne vais pas te demander par rapport au track, car tu n'es pas sur scène, mais tu vas nous rappeler l'heure et l'endroit. Donc c'est à 17h15, tous les jours sauf le mercredi, au théâtre de l'Oriflamme, juste à côté de la place des Carmes. Voilà, allez, je vous recommande Fille d'Ariane, c'est vraiment superbe, très nostalgique, très beau, et ça te donne vraiment à réfléchir. Merci Martin.